Bonjour, bonsoir à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Veritas Obscura. Dans cette vidéo, je m'en vais vous faire découvrir des anecdotes insolites qui se sont déroulées pendant une guerre et qui, à ce jour, sont des pans méconnus de notre histoire. Évidemment, je me dois de vous le rappeler, de ces 3 prochaines histoires, une seule est vraie, la réponse vous sera donnée en fin de vidéo. Je ne fais pas plus long, commençons donc ce nouvel épisode sur les histoires de guerre. Cette première histoire de guerre, extrêmement étonnante, est inconnue de la plupart de nous, alors qu'elle s'inscrit dans un pan sombre et bien réel de la Seconde Guerre mondiale. Elle met en scène un sergent français, Georges de Castel, de la 10e unité d'infanterie légère. Il semblerait que les événements se soient déroulés sur le front nord-ouest de la France, quelques mois après l'offensive dans les Ardennes et la ligne Maginot par les forces allemandes. Le contexte historique établi, venons-en à notre sujet. Dans ce climat de guerre, il faut se rendre dans la ville de Sedan, massivement protégée par les troupes alliées, pour découvrir cette incroyable histoire. Les troupes alliées sont alors acculées sous la force de la Blitzkrieg qui les pousse toujours plus à l'ouest, avant le retrait des troupes anglaises à Dunkerque, quelques semaines plus tard. Après les mauvaises nouvelles provenant du front, la tension règne dans la ville, silencieuse pendant quelques heures encore, avant que le fracas des balles et des éclats d'obus ne fassent briser les fenêtres et trembler les murs. Le sergent Georges de Castel, membre de la 10e, s'impatiente. Il veut voir la mort. Il fait partie de ceux que la guerre n'effraie pas, et que la vue du sang et de la chair à vif exposée à l'air libre ne répugne pas, au contraire. Il retient ses pulsions, mais finit par céder à son vice le plus cruel. Aussi étrange, absurde et même improbable que cela puisse être, le sergent a vraisemblablement tué des membres de son unité durant les quelques nuits qui les séparent du premier assaut allemand. Tous ont été poignardés, la plupart dans une mise en scène grotesque, mimiquant un suicide, une chose assez commune malheureusement par ces soldats submergés par l'angoisse. On retrouvera même une fausse lettre d'aveu de suicide pour le soldat de la division de chars blindés Jean Poulier, à destination de sa mère, écrite par de Castel dans une imitation risible. Le soldat Poulier avait en plus perdu sa mère 3 ans avant la guerre. Le sergent se fera arrêter alors qu'il était en train de dérober des effets personnels de sa dernière victime, un autre soldat de la 10e, un ami, un frère. Il se retrouvera quelques mois plus tard devant la cour martiale, en pleine guerre, pour être jugé de ses crimes odieux. Voici un passage de son témoignage, terriblement glaçant. Je ne me souviens pas vraiment de quand remonte cette envie de tuer. Je sais que l'armée m'a formé à me battre, et je pense pouvoir dire que la Première Guerre mondiale reste ancrée dans mon esprit. Je crois avoir perdu un peu de mon âme, recroquevillé dans les tranchées de la Somme, recroquevillé dans la terre souillée par le sang de mes frères tombés au combat, quand, à l'âge de 15 ans, on se doit de foncer sur un champ de bataille, au son du clairon, avec les balles qui fusent dans nos oreilles. Et les hommes s'agrippent au mince espoir de survie, essayant vainement de rentrer leur tripes dans un abdomen totalement déchiré. Quand on regarde pour la première fois la lueur de vie s'enfuir lentement d'un soldat ennemi à l'autre bout de la baïonnette, je crois qu'on peut devenir fou. Suis-je devenu fou? Je ne le sais pas. Sûrement que les frères d'armes que j'ai égorgés dans leur sommeil troublé doivent pouvoir témoigner de ma santé mentale. Un homme marqué à vie par la mort tout autour de lui durant la Première Guerre mondiale et plus tard par ses actes d'homicide volontaire sur des alliés pendant leur sommeil, éparpillés ci et là dans les cages d'escalier de maisons en ruine. Le sergent sera fusillé pour acte de trahison. Était-il le seul soldat brisé par une guerre,
Devenu fou par la suite, je ne sais pas. Peut-être. En tout cas, l'histoire se retiendra bien de conter cette effroyable affaire de Georges de Castel. Voici une étonnante anecdote concernant un animal que l'on ne soupçonnerait pas intervenir dans un conflit humain. Pour découvrir cette histoire, revenons plus d'un siècle en arrière, pendant la Première Guerre mondiale, qui fait rage en Europe alors qu'elle entame sa deuxième année de conflit. Le commandement allemand décide de lancer une offensive sur Verdun, un point stratégique que les Français souhaiteront, à coup sûr, sauver de la menace ennemie. Le 13 mai 1916, le plan stratégique en place, les troupes allemandes s'élancent sans retenue dans les tranchées fraîchement creusées. Les premiers coups de feu s'échangent, les cris de terreur et de souffrance se mêlent au râle agonisant des soldats retranchés dans les creux formés par des obus. Ce jour-là, plusieurs centaines de soldats, alliés comme ennemis, jonchent le champ de bataille qui se calme peu à peu. À peine le temps de souffler, qu'une deuxième charge se lance. Les hommes exténués et fébriles hurlent pour se donner du courage alors qu'ils retournent au front. Alors que les soldats valides s'écharpent à coups de plomb dans les lignes arrières, à même le sol, les blessés hurlent de douleur et de désespoir. Les médecins parcourent les longs couloirs ternes, d'où émane une odeur de fer, le regard vide et apeuré. Les trousses de secours viennent à manquer sur certains lieux touchés plus durement par la bataille précédente. Le temps presse pour beaucoup de blessés, entre la vie et la mort. Il était alors courant, pendant cette période, d'employer des chiens secouristes qui se ruaient dans les tranchées, équipés de valises de soins primaires, afin de venir en aide aux blessés rapidement. Malheureusement, le chien étant lui aussi sujet aux attaques au sol par les obus, les éclats de balles et les ensevelissements, il fallait trouver une alternative efficace. Et c'est aussi étonnant que cela puisse paraître, que dans le ciel, des faucons, buses et autres espèces assez grosses pour emporter un pactage de survie sont employés afin de venir en aide rapidement auprès des blessés. Placés à des points stratégiques, des sifflets étaient accrochés à des barres soutenant les tranchées et les médecins pouvaient siffler pour appeler à l'aide auprès de ces infirmiers volants. La découverte, ou plutôt l'idée d'utiliser ces oiseaux, remonte à quelques années auparavant, alors que le conflit russo-japonais fait rage. C'est alors le premier gros conflit depuis plusieurs décennies et les avancées technologiques des armes en ont fait des machines de guerre rapides, performantes et faciles d'entretien. Il est désormais à la portée de tous d'utiliser une arme pour faire des ravages sur le champ de bataille, multipliant ainsi les nombreux blessés pendant les affrontements. Les chiens secouristes ne faisant pas exception à la règle, une nouvelle façon d'intervenir sur le champ de bataille est à envisager. C'est le russe Vladimir Voistov, un sergent infirmier, coutumier de la guerre et de ses blessés, qui trouve l'idée, alors qu'il se doit de soigner un chien gravement touché par du shrapnel, d'apprivoiser des animaux volants pour leur confier non pas du courrier, comme cela se faisait déjà depuis des siècles, mais des petites valises contenant seringues, gaz et désinfectants pour pouvoir améliorer l'accès aux soins pendant les affrontements. On ne peut évidemment pas donner de chiffres clairs, mais il est certain que la survie a dû augmenter drastiquement grâce à l'intervention de ces rapaces, qui attendaient le sifflet pour se diriger prestement délivrer ces précieux paquets. Ils furent encore utilisés pendant la Seconde Guerre mondiale, mais les forces ennemies tuant plus facilement ces infirmiers volants, l'utilité ne devenait plus assez rentable. Reste que, tout comme l'histoire du sergent de Castel, l'histoire ne nous mettra jamais en lumière les récits de ces sauveteurs du ciel. Pour cette dernière histoire de guerre, nous allons retourner à nouveau dans la période de 14-18, théâtre de la Première Guerre mondiale. Comme son nom l'indique, de nombreuses nations internationales prennent part à ce conflit, tantôt dans le camp des Alliés, tantôt dans l'Axe. De nombreuses alliances se créent, d'autres se défont, et parmi tout ce capharnaüm, il y a des pays neutres. Parmi ceux-ci, il y a la Chine, un pays fragile qui vient à peine de quitter son système impérial pour adopter la République seulement 2 ans avant le début de la Grande Guerre en Europe. Instable mais pas écroulé, le pays se divise en plusieurs provinces administrées par de puissants pays,
alors en guerre, comme l'Allemagne, qui détient le port Tsingtao et y a installé sa base navale. L'économie du pays est au bord du gouffre alors que le nouveau gouvernement tente de redresser la barre et le peuple crie famine. C'est ainsi qu'en 1916, la France envoie des représentants en Chine pour promouvoir des emplois dans l'Hexagone afin d'aider à l'effort de guerre, assurant qu'aucun Chinois n'irait au front. La plupart de la population pauvre accepte cette aide inespérée, un travail à l'étranger pour quelques yens par tête et l'espoir d'une vie meilleure. Ne sont sélectionnés que les hommes entre 20 et 40 ans, minimum 1,80 m et en bonne condition physique. Vous l'aurez deviné, le but étant de faire le sale boulot aux immigrés qui rejoindront prochainement le territoire français. Le 4 mai 2016, un accord est passé entre la France et la Chine pour le rapatriement de plusieurs milliers d'ouvriers chinois à destination des usines et des mines françaises. Plus de 140 000 Chinois rejoindront donc l'effort de guerre, alors que le pays, lui, est toujours neutre. Cet accord passé avec la France n'est pas fait de bon cœur, surtout pour un pays qui se veut neutre, et cette décision est liée à l'économie du pays. En effet, les grandes puissances européennes se sont accaparées les ressources et les moyens de production en Chine, et entre 1839 et 1860, la France et l'Angleterre pillent le palais d'été et finissent par contrôler des chemins de fer et de nombreuses usines. Une révolte chinoise aux alentours de 1900 envers les pays occupant ces ressources entraîne une condamnation par ces pays au peuple chinois d'une indemnité de 67 millions de livres. Vous l'aurez compris, cet envoi massif de main-d'œuvre devrait permettre aux Chinois une renégociation des délais de paiement, une aide pour développer ses industries et autres. Le pays finit d'ailleurs par rentrer officiellement en guerre contre l'Allemagne le 13 mars 1917, alors que les Allemands font pression sur les pays neutres, dont les États-Unis. Les ambassades allemandes sont vidées et le pays continue l'envoi de sa main-d'œuvre à ses alliés français. Ces travailleurs auront la plupart des tâches éreintantes et dangereuses, creuser des tranchées à Verdun, l'excavation de minerais pour l'industrie métallurgique, création de lignes de train et même l'enterrement des corps qui gisent sur les champs de bataille éventrés. Après la guerre, la plupart de ces travailleurs rentreront chez eux, mais malgré cela, environ 3000 Chinois décideront, eux, de rester au pays, s'installant autour d'une petite colonie déjà existante vers la gare de Lyon, dans le 13e arrondissement de Paris. Voici donc pour ce nouvel épisode de Veritas Obscura. J'espère, comme d'habitude, qu'il vous a plu. Avant de passer à la véritable histoire, j'aimerais vous demander une fois de plus de vous abonner à la chaîne, de laisser un like ainsi qu'un petit commentaire bien senti qui me permettra d'être diffusé plus efficacement sur YouTube. Bien, mon petit laïus habituel étant fini, quelle est donc la véritable histoire? Eh bien, il s'agit de cette main-d'œuvre provenant de Chine. Presque 140 000 ouvriers, qualifiés ou non, viendront en effet prêter main forte à la France pour de nombreuses tâches, vous l'avez compris, très ingrates. Il faut savoir par ailleurs que de nombreux ouvriers ont quasiment fait le tour de la Terre en bateau. En effet, pour ne pas alerter les forces maritimes allemandes, les embarcations britanniques sont parties de Chine pour traverser l'océan Pacifique, puis le Canada, qu'ils ont traversé en train. Certains décédèrent même du froid alors qu'ils circulent par moins 45 degrés dans certaines provinces. Je peux vous dire que ça fait froid, pour enfin reprendre un bateau, traverser l'océan Atlantique et arriver à bon port. Cette histoire méconnue est fascinante. Je vous conseille pour ceux qui s'y intéressent de regarder les liens dans mes sources. Il y a une tonne d'infos que je ne peux pas donner dans un format aussi court évidemment. Bref, voici la fin. Je vous retrouve très bientôt et en attendant, il ne me reste plus qu'une seule chose à vous dire. La vérité peut parfois être plus sombre que le mensonge. À bientôt tout le monde.